Bonjour à tous. Voilà, je viens de démarrer ce webinaire et d'ouvrir la salle et je constate que nous avons déjà 9 participants. Voilà, donc je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc vous êtes en mode écoute seule, comme la voix automatique vous l'a certainement annoncé quand vous avez ouvert. Je vous propose donc d'effectuer ce webinaire en entendant la présentation de ma part des modalités de reprise de la formation et puis la présentation de Jacques qui a l'objectif de recentrer donc le contenu de la formation sur les points essentiels et de focaliser votre attention sur la manière d'utiliser ces informations en direct au quotidien sur vos postes de travail lors du travail de conseil avec l'adhérent. Ce que je voulais vous indiquer, c'est que la formation, après une période d'interruption, va pouvoir reprendre. Et elle reprend en ayant pris en compte, bien sûr, les remontées qui ont été faites, donc certaines positives et puis d'autres négatives. C'est le jeu pour cette première formation, qui est en plus sur une modalité qui est nouvelle, donc le e-learning. Il y avait cette question de prérequis techniques qui a été levée puisque en fait pour certains des participants il y a eu un problème au niveau de la connexion. Il y avait des pare-feux qui bloquaient les emails automatiques de la plateforme. Donc là, on a bien compris qu'il fallait prévoir 2 jours, le temps que vous ayez bien accès aux mails automatiques et que vous puissiez vous connecter sur la plateforme le jour prévu pour le démarrage de la session. Donc ça, on va en tenir compte. Et puis, certains d'entre vous ont pu donc subir des difficultés de chargement des vidéos. Donc, pour parer à cette difficulté, nous avons réduit de 50% la taille de toutes les vidéos. Donc, ça devrait faciliter le suivi de cette formation et éviter les bugs et les pages blanches que vous voyez apparaître parfois ou la lenteur du chargement des supports. Alors ensuite, et c'est un peu le cœur de la problématique, c'est que le temps passé sur les modules de formation sont beaucoup plus longs que prévu. Donc peut-être qu'on a péché par trop d'enthousiasme par rapport à cette formation et on a mis beaucoup de contenu, ce qui rend la formation longue à traiter. Les informations sont denses, donc ça peut être très long à suivre par moment. En tout cas, donc j'espère que vous avez pu voir un meilleur confort avec le suivi des parcours fluides qu'on a mis en place donc au mois de mars. Donc j'ai vu qu'il y avait 3 personnes dans votre groupe qui n'avaient pas encore actionné cette possibilité du parcours fluide. Donc là, je regarde dans mes notes pour vous dire qui est concerné. Sinon, je vous enverrai un email pour rappeler. Donc oui, c'est mieux que je fasse comme ça. Effectivement, je vois qu'il y a 4 personnes précisément dans le groupe de Centre Océan qui n'a pas actionné la possibilité des parcours fluides. Donc je pense que c'est dommage parce que en plus vous êtes en début de parcours pour les personnes qui sont concernées. Donc ça vous permettra bien sûr de les suivre plus rapidement ces modules puisque vous n'êtes pas obligé d'être bloqué 20 minutes sur le module. Si vous ne réussissez pas le module, vous pouvez le refaire sur une durée beaucoup plus courte. Donc la deuxième fois que vous faites le module, elle est de toute manière forcément plus courte puisque en ayant cliqué sur valider à la fin du module, à chaque fois que vous avez une question qui vous est posée, vous avez accès à la réponse. Donc si vous notez bien les réponses qui vous sont données, et c'est aussi dans un objectif de formation qu'on fait ça, c'est-à-dire pour vous entraîner à voir les informations sous différentes formes. Il y a le format du cours de Jacques Audat et puis il y a le format des QCM où vous revoyez les mêmes informations plusieurs fois, ce qui vous permet d'attirer votre attention sur les points essentiels et puis de les mémoriser au fur et à mesure. Donc, tout ça pour vous dire que le parcours fluide vous permet de réaliser
réaliser votre module plus rapidement. Et si vous avez bien repéré les réponses au QCM, vous n'êtes pas obligé de revoir la vidéo. Vous répondez simplement au QCM, puisque vous avez mémorisé les réponses. Vous avez donc vous avez aussi appris des informations nouvelles. Donc, vous apportez les bonnes réponses sur la deuxième version du module et puis vous le validez plus rapidement. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a enlevé dans les activités pas mal de lecture de texte, puisque c'est ce qui nous est remonté aussi, que ces exercices de lecture de texte prenaient beaucoup de temps. Tout d'abord, il y a l'aspect technique, il faut télécharger le document ou l'imprimer et puis rechercher les informations sur le texte. Donc, elles n'ont pas toutes été supprimées, mais un certain nombre d'entre elles ont été supprimées pour alléger le suivi de la formation. Et dernier point sur la question du temps passé sur le module, eh bien, c'est la problématique des réponses alternatives au QCM. Donc, on s'adresse à une machine, il y a des réponses préenregistrées et voilà, la machine est bête, c'est juste ou c'est faux, il y a un point, il y a un accent, il y a une majuscule. Si ce n'est pas exactement la même saisie, ça compte faux. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour vous et je peux tout à fait le comprendre. Du coup, on a essayé d'apporter le maximum de réponses, voilà ce qu'on appelle les réponses alternatives, c'est-à-dire de saisies de réponses qui seront considérées comme justes, de manière à ce que vous validiez plus facilement vos QCM. Et du coup, vous accélérez aussi la réalisation et les passages d'un module à l'autre. Donc effectivement, il faut 70% de bonnes réponses pour passer d'un module à l'autre. Ces 70%, ça n'a pas valeur d'évaluation directement. C'est une garantie que vous ayez bien suivi les vidéos et bien répondu correctement à un certain nombre de questions. Et ça nous permet au fur et à mesure de faire des points réguliers de connaissances. Donc, vous avez aussi, à la fin de chaque chapitre, le QCM qui récapitule les informations que vous devez connaître. Voilà, donc le dernier point qui fait partie de cette remédiation, ça concerne l'intérêt du contenu sur la connaissance de la mutualité, donc tout le premier chapitre. C'est notamment pour ça que les remontées sont arrivées assez vite, et que ce premier chapitre, il vous semble assez loin de vos pratiques concrètes d'entretien avec l'adhérent. Et donc, quelquefois, vous posez la question du sens et du pourquoi de ces informations sur ce module. Donc là, je ne vais pas rentrer tout de suite dans la réponse. Je laisserai Jacques argumenter pendant sa présentation là, qui va faire juste à la suite de mon introduction. Voilà, mais il faut absolument qu'on creuse cette question, qu'on apporte la réponse à cette question, puisque voilà, c'est une demande de vos mutuelles de créer une culture d'entreprise sur cette thématique. Donc, on verra comment est-ce que vous pouvez le mettre en œuvre concrètement dans les entretiens avec les adhérents. Donc, les solutions, dans la rubrique solutions apportées, donc on va pouvoir en parler dans les webinaires, et puis aussi dans les présentiels pour ceux qui font du présentiel, bien sûr. Ce que j'ai proposé aussi, c'est que pour les nouveaux venus, donc du coup ça ne vous concernera pas, mais pour les nouveaux venus, on change l'ordre d'apparition des chapitres, parce que peut-être que c'est un peu dur de rentrer directement sur ce chapitre connaissance de la mutualité. Pour ceux qui sont plus avancés, je pense à Madame Catoire par exemple, qui a fini l'intégralité de la formation, donc félicitations à vous. Je pense que ça peut être une bonne chose de commencer par les modules qui concernent le rôle
du conseiller, parce que du coup là c'est plus parlant pour vous et vous rentrerez plus facilement dans la formation et on passera la connaissance de la mutualité sur un autre ordre de chapitre en 3e ou en 4e position. Je pense que ça sera plus facile pour vous de l'aborder de cette manière. Et puis dernier point aussi pour les années suivantes, étant donné que c'est une thématique centrale qui fera partie de notre manière de la formation tous les ans, on a bien conscience que cette année on y est allé un petit peu fort en termes de contenu et donc on fera attention les années prochaines d'apporter des éclairages juste sur un point ou sur un autre. Par exemple, l'année prochaine, on peut imaginer faire un petit module sur les arguments différenciants entre les mutuelles et puis les acteurs assurantiels privés. Donc voilà, juste un point qui vous apporte plus pragmatique en fait avec un argumentaire différenciant. Voilà, les années d'après, on peut faire un point sur l'évolution de la loi santé par exemple, ou sur les nouveaux comportements vis-à-vis de la santé en termes de prévention. Donc voilà, des points plus courts qui concernent toujours la connaissance de la mutualité et de la protection sociale, mais plus diffus dans le contenu de la formation. Voilà ce que je voulais vous dire pour la reprise de cette formation. Donc vous allez continuer les modules là où vous les avez laissés. Les modules, on peut être modifiés au fur et à mesure avec donc les modifications dont je vous ai parlé. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions sur les forums pour qu'on puisse y répondre, voire même nous appeler si c'est nécessaire. Voilà, j'ai fini cette introduction. Donc, je vais laisser la parole à Jacques. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bien sûr. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions? Donc, je ne vois pas de main levée. Donc, avant que je passe la parole à Jacques, qui va revenir donc sur les points essentiels de la formation et la manière d'utiliser ces informations dans votre travail de conseiller. Donc, avant que je lui passe la parole, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez des questions? Non, je ne vois pas. Je vous laisse. Oui, je vous ai. Je ne vous entends pas. Alors, j'ai une question de Johanna. En écoute seulement, j'ai pas de casque, ça c'est pas grave. Pour l'instant, tout le monde est en écoute seul. Voilà. Donc, encore une fois, je vous laisse l'occasion de poser vos questions. Je ne vois pas de réaction de participants. Du coup, je vais laisser la parole à Jacques. Donc, je change mon écran et je le mets sur la présentation. Si j'y arrive. Voilà. Donc, je ferme celui-là. Et j'ouvre la présentation de Jacques. Je le mets en plein écran également. Voilà. Merci Anne-Catherine. Petit changement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée de ce webinaire, c'est, hormis effectivement le fait de revoir les questions que vous posiez, c'est de comprendre le pourquoi de ce contexte avec la DDA et le devoir de conseil. Donc là, j'ai repris effectivement des objectifs qui sont tant donnés par le législateur dans son obligation de 15 heures de formation que sur tout ce qui concerne l'appropriation d'informations. Et l'idée, c'est vraiment respecter les valeurs de la mutuelle et dans la manière que vous l'exprimez, dans le discours qui est face à l'adhérent. Donc là, on reprend vraiment votre première remarque, c'est beaucoup d'informations concernant
l'histoire de la mutualité, le contexte mutualiste, qui peuvent vous paraître lourds, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Deuxième point pour la volonté du législateur, c'est que vous puissiez, avec vos qualités, avec vos connaissances, pouvoir bien orienter, non pas que vous ne le faisiez pas bien jusqu'à présent, mais qu'on puisse prouver, que vous puissiez tracer, que vous avez bien orienté votre prospect, votre adhérent, en fonction de ses besoins par rapport à la gamme de contrats, qui soient santé ou prévoyance, que vous pouvez diffuser. Donc là, il y a vraiment une volonté du législateur, alors certes de vous faire confiance, mais surtout de pouvoir, avant, pendant et après la souscription du contrat, prouver et tracer que vous avez fait le mieux possible. Et ensuite, c'est le respect de la réglementation dans tous les conseils. Et vous aurez donc en annexe du document que vous pourrez télécharger, vraiment un focus sur le devoir de conseil. Alors, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre conscience que le devoir de conseil est quelque chose qui n'est pas du tout à prendre à la légère. Alors, je mets toujours ça entre guillemets. Je ne dis pas que jusqu'à présent, vous ne faisiez pas ce travail-là. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, je le rejoins avec le deuxième point, c'est que le législateur veut absolument qu'il puisse trouver la trace que vous êtes vraiment en adéquation entre le besoin et la solution retenue. S'il n'y a vraiment qu'une seule chose que vous devez retenir pour cette année et le mettre en application, c'est un besoin de l'adhérent, une solution, que vous puissiez prouver et tracer l'adéquation. À la limite, là, j'ai tout dit et on peut se quitter là. Non, je rigole. Donc, on va revoir globalement le cadre réglementaire et l'émergence et le contexte pour les mutuelles. Le conseil et l'implication du commercial, alors le commercial, peut-être que le mot vous choque, vous êtes des conseillers, vous faites partie du service développement, vous êtes conseiller mutualiste, je l'entends. Maintenant, le législateur parle du commercial dans son sens générique, de client dans son sens générique. Alors, chez nous, on sait pertinemment que ce sont des adhérents, que ce sont des prospects. Oui, je suis d'accord. Maintenant, le législateur, lui, parle de clients. Donc, les impacts du devoir de conseil et les sanctions encourues. Là, il n'est pas mentionné parce qu'il y a vraiment, là, le 16 mai, il y a encore un opérateur qui s'est fait retoquer. Je vous en parlerai un peu plus loin. Donc, vraiment, la CPR est vraiment omniprésente sur tous les opérateurs assurantiels aujourd'hui. Et effectivement, je l'ai mis à la fin, les fondamentaux de la mutualité. Le cadre réglementaire, donc le contexte pour les mutuelles. Donc, c'est indiqué la protection des intérêts des clients. Je me le répète, hein, on est bien sur l'aspect du législateur. Je suis conscient que nous avons des adhérents et que notre philosophie est largement différente qu'un assureur traditionnel avec des actionnaires et autres. Donc, sur les intérêts des clients, ça avance. Il veut pas. Ah, c'est au clic. Donc, vous avez effectivement dans le programme toute l'historique que j'ai commencé à remonter depuis 1994, sachant qu'il y en avait d'autres avant, mais 1994 c'était la bonne date, sur l'harmonisation du paysage assurantiel. Et là, on arrive début 2016 à cette directive de distribution d'assurance qui concerne, je le répète, tous les opérateurs assurantiels, qu'ils soient courtiers, mutualistes, assureurs traditionnels, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, vraiment tous les opérateurs sont concernés. Donc ça, c'est pour le mois de mai, il y a eu la transposition de la DDA dans notre droit français, où effectivement, pour la première fois, on voit que des articles du Code des assurances intègrent le Code de la mutualité réciproquement. Il y a un article du Code de la mutualité qui fait référence au Code des assurances. Donc là, il y a vraiment cette notion importante de se dire que le législateur a verrouillé, encadré, a su mettre en avant tous les points pour tous les opérateurs
quelle que soit leur distinction, leur différenciation, etc., mais qu'il y a vraiment une trame commune. Au mois de juin 2018, le décret d'application, et effectivement, alors, le décret d'application, ça devait être mis immédiatement, ça a été reporté, et on arrive à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2018. Donc là, avec tout ce qu'on va voir, les 5 piliers ont été gravés dans le marbre et tous les opérateurs, à partir du 1er octobre 2018, sont logiquement au top, puisqu'effectivement, même avant 2016, hein, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, il y a beaucoup d'éléments qui ont été donnés aux opérateurs assurantiels, que ce soit au sein de la FFSA, la Fédération française des sociétés d'assurance, que ce soit au sein de la FNMF, la Fédération nationale de la mutualité française, ou du FNIM, tous les acteurs assurantiels, mutualistes, assureurs, courtage, etc., ont été informés de toute l'évolution pour arriver à ce que le 1er octobre 2018, tout le monde soit opérationnel. Un point qui restait en suspens, c'était sur les 15 heures de formation minimum tous les ans pour tous les acteurs. Alors les acteurs, c'est vraiment au sens large, hein. Ça peut être vous, les commerciaux, les managers, les élus des mutuelles, les personnes de la direction au niveau de services juridiques, actuaires, marketing, etc. Donc tous les acteurs ont une obligation de formation de 15 heures minimum, ça peut être plus, mais 15 heures minimum par an, qui doit être acté par des établissements digne de ce nom. Sigma en fait partie, puisque historiquement, c'est le cabinet de formation qui accompagne les mutuelles dans leur développement. Donc là, le 23 février 2019, le programme est validé clairement par le législateur. Alors, avec Anne-Catherine, on a largement étudié, découpé et tout, et on s'est aperçu que toutes les phases que vous avez pu voir dans le programme de la DDA, ou celles qui y sont et que vous allez découvrir, tous les points sont mentionnés dans ce décret d'application sur l'obligation de formation. Donc, j'allais dire, on a eu de la chance. Je dis ça avec humour, mais en tout cas, c'est pas de la chance, c'est qu'effectivement, beaucoup de thèmes sont soit logiques, soit permettent d'accompagner le commercial, le collaborateur dans la meilleure mise en application de ses capacités. Est-ce que ça va jusqu'à présent? S'il y a une petite question, une petite main levée? Personne. Donc, les 5 piliers de la DDA. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous les connaissez? Mais ils sont relativement clairs et, je le rappelle, ils concernent tous les opérateurs assurantiels. Que ce soit sur la gouvernance et la surveillance des produits en règle de distribution. Avec la gouvernance produit, il y a un article. La politique de prévention des conflits d'intérêts, il y a 2, 4, 5 articles. Donc, pour nous, dans les mutuelles, sur tout ce qui concerne les conflits d'intérêts, on est peu concerné, mais on va quand même l'évoquer. Deuxième pilier, c'est l'information client et prévention des conflits d'intérêts. Donc, vous voyez, là, on y revient encore. Conflits d'intérêts, on en parle dans la gouvernance et dans l'information client. L'information précontractuelle, c'est quelque chose de nouveau. Non pas qu'avant, vous ne faisiez pas d'information avant la signature du contrat. Par contre, tout ce pavé, tout ce poste, toute cette phase avant la signature du contrat, elle est complètement encadrée, légiférée et contrôlée. Ensuite, il y a une phase qui existe pour certains, qui se fait plus ou moins pour d'autres, voilà, c'est le conseil, le suivi dans la durée. C'est-à-dire qu'un adhérent, il a signé chez vous, est-ce que au bout de 3 ans, vous le revoyez, ou est-ce qu'au bout de 15 ans, vous ne l'avez toujours pas revu, parce que, peu importe. Donc là, je juge personne, hein. Le législateur tient absolument que vous, qui êtes les professionnels, vous puissiez accompagner vos adhérents tout au long de leur vie. Ils peuvent se marier, divorcer, avoir des enfants, les enfants quitter le foyer, ils peuvent se remarier, ils peuvent... Voilà, donc il y a tout un tas de situations, leurs besoins aussi peuvent évoluer, un tas de situations qui
génère que vous devez être là. Et ce n'est plus le client, entre guillemets, ce n'est plus l'adhérent qui doit venir vous voir pour dire j'ai fait ou j'ai pas fait. C'est à vous à être proactif et systématiquement les contacter régulièrement pour pouvoir mettre à jour leur garantie. Quatrième pilier, la transparence de la rémunération. Donc là, effectivement, on revient aussi à la politique de prévention des conflits d'intérêts, mais c'est surtout une petite ligne qui doit apparaître dans le document que vous faites signer à votre client, comme quoi vous, sur la transparence de la rémunération, vous êtes salarié d'une mutuelle, vous n'avez aucun commissionnement ou aucun avantage à proposer tel ou tel contrat, par exemple. Et le cinquième pilier, j'y reviendrai un peu plus loin, c'est la formation, donc sur les 15 heures. Formation des réseaux, et quels qu'ils soient. Alors, vous voyez apparaître ce petit tableau, publicité, information, dispositif de commercialisation, pratique commerciale, devoir de conseil, gestion des contrats et traitement des réclamations et médiation. Là, vous voyez, c'est vraiment ce qui synthétise la protection des intérêts des clients pour le législateur ou des adhérents chez vous. D'après vous, vous êtes concerné par quel domaine? Alors, vous avez le droit de faire un petit chat, donc de marquer vos réponses. Il n'y a pas de réponse. Oups. Personne n'est inspiré. Ah. Bien. Donc, je dirais que vous êtes concerné par tous les domaines en tant que commerciaux ou manager, sauf sur la publicité, puisque ce n'est pas vous qui concevez, imprimez les publicités, et sur ce qui concerne le dispositif de commercialisation. Parce que logiquement, le dispositif de commercialisation, il vous est donné par la gouvernance. À savoir que c'est vous qui devez appliquer ce que l'on appelle le marché cible, c'est-à-dire que vous avez par exemple un contrat santé, un contrat prévoyance, le producteur ou le distributeur doit vous donner, voilà, ce contrat santé, cette formule santé s'adresse, je sais pas moi, aux 18-25 ans, cette formule supérieure s'adresse aux 35-40 ans, ou cette gamme prévoyance, ce contrat prévoyance s'applique à partir de 45 ans jusqu'à 70 ans, par exemple. Donc, le dispositif de commercialisation vous est donné par, je dirais, par le siège, par voilà, le concepteur, le distributeur, en vous disant, voilà, vous devez suivre telle cible de population. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir des cibles qui sont plus ou moins larges, mais le distributeur ou le concepteur peuvent très bien vous dire, non, là, ce contrat santé-là, il s'adresse aux 18-25 ans, donc vous n'avez pas le droit de le faire souscrire pour quelqu'un qui est mineur ou pour quelqu'un qui a 26 ans, par exemple. Donc ça, vous devez les suivre au pied de la lettre. Sur les pratiques commerciales, c'est à vous à mettre en place l'ensemble de vos pratiques commerciales sur le devoir de conseil. En ce qui concerne, on va le voir un peu plus loin, la découverte, le questionnement, etc. La gestion des contrats, effectivement, vous êtes dans l'obligation aussi d'informer votre adhérent que vous avez bien reçu sa demande de règlement, de prestation. Et sur tout ce qui est traitement des réclamations, vous devez, dans les 24-48 heures, accuser réception de la demande, si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir lui apporter une réponse immédiate. Mais vous devez lui dire que sous 5 jours, sous 10 jours, sa réponse, son dossier sera traité, la réponse apportée. Et effectivement, il doit y avoir aussi, au niveau de la médiation, l'adresse du médiateur, quelque part sur l'un de vos documents. Ça peut être les statuts, ça peut être les conditions, enfin la notice d'information, etc. Mais l'adresse du médiateur doit apparaître sur vos documents. Et donc tout ce qui est tous ces domaines-là, donc hormis la publicité et le dispositif de commercialisation, vous êtes concerné par tous les autres. Information, pratique commerciale, devoir de conseil, gestion des contrats, réclamation et médiation.
Est-ce que ça va? Oui, pour l'instant, pas de main levée. Est-ce que j'actionne? Tu voulais que j'actionne un petit coup les micros pour... Oui. D'accord. Alors, actionner les micros, c'est comme ça. Oui. Rebonjour tout le monde. Voilà, je viens d'actionner. Non. Je viens d'actionner tous les micros des participants. Ah, ça y est. Ça arrive. Ça arrive en fait, progressivement. D'accord. Vous pouvez aussi interagir entre vous, pourquoi pas. Allez, d'accord. Voilà, donc petite pause, tout le monde, pour réaction peut-être. Vous avez des questions particulières à leur poser. Déjà voir qu'est-ce que vous pensez de ces éléments et si vous avez... Quelqu'un aurait une question à poser? Vous avez tous ma question par écrit. Accédez au panneau de questions. Donc voilà. Alors, Lisa, Marie, notre fiche de devoir de conseil est déjà pré-remplie au moment d'établir les devis commerciaux. Elle est pré-remplie de quelle manière, Lisa Marie? Alors, est-ce qu'elle a son micro? Elle est déjà précochée pour un certain nombre d'éléments, alors qu'on demande à la personne de compléter la fiche elle-même. Ouais. C'est pas très clair. Soit elle est déjà complétée et dans ce cas-là, la personne n'a plus qu'à la signer, soit on leur remet bel et bien un formulaire vierge, comme ça se fait dans d'autres mutuelles, et l'adhérent la complète entièrement. Moi, je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir une fiche identique qui ne soit pas d'ores et déjà précochée dans notre outil de devis qui s'appelle le CRM. On a analysé la demande avant de faire le devis. C'est pour ça qu'elle est précochée, parce que tu l'as pré-remplie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, mais je réfléchissais. Là, Non, moi j'ai appris à la donner après pour m'assurer que la personne a été informée en tout point sur ce que rappelle la fiche de devoir et de conseil. Pour moi, elle est plus à donner après. Alors, dans En mon plus, esprit... elle est cochée, toutes les coches sont dans les cases indiquées oui ou non. Toutes les coches sont mises dans le non. C'est quand même, enfin c'est, je sais pas, c'est. Est-ce que si c'est coché non, vous pouvez cocher oui éventuellement après le questionnement, enfin, ou lors du questionnement? Bah moi, quand j'édite le devis de mon adhérent, que celui-ci souhaite ensuite souscrire, je lui demande de renvoyer le dossier, qui bien sûr contient la fiche de devoir et de conseil. Et cette fiche est déjà précochée par l'ordinateur. Donc l'adhérent peut éventuellement cocher ces cases au crayon. Et en fait, la fiche est déjà précomplétée, donc les gens comprennent même pas ce qu'il y a à cocher, puisque le travail est déjà fait et n'est même pas le reflet de ce que la personne souhaite répondre. Donc moi, la fiche de devoir et conseil qu'on a ici, je la comprends pas très bien en fait. Ouais, parce que alors, là, je connais pas vos documents et je veux pas faire de polémique en interne, mais dans mon esprit, une fiche de devoir de conseil, schématiquement, bah, ça demande à ce que les coordonnées de la personne soient validées, nom, prénom, adresse, etc. Donc ça, c'est l'aspect administratif. Et ensuite, par rapport, alors si c'est un adhérent déjà, bah, voir son compte actuel et vérifier sur chaque poste si les informations sont toujours d'actualité, sur le dentaire, le prix, par exemple.
s'il y a des besoins en prévoyance, s'il y a déjà des constants en prévoyance, etc. On peut faire le point là-dessus. Donc après ce précochage, ça serait intéressant de voir comment il est activé en interne chez vous et voir comment vous pouvez le modifier. Ben, si Là, on peut vous en envoyer un exemplaire par mail, vous pourrez effectivement visualiser. oui, éventuellement, oui, tout à fait. Oui. Mais là, peut-être en interne, c'est faire remonter ça à votre fille et voir si Je pense qu'il y a en effet des modifications à faire sur cette fiche qu'on a sur notre CRM. Mais par contre, à partir du moment où nous, quand on fait le devis, on coche certains besoins, par exemple, pour l'adhérent, il se remarque après sur la fiche de devoirs et conseils. Mais où est-ce que tu peux la cocher, Dominique? Où est-ce que tu peux cocher tout ça? Bah, quand tu es sur ton CRM, ça te demande, par exemple, si l'adhérent il a des besoins plutôt en hospitalisation, en auditif, et à partir du moment où tu les coches, il réapparaît sur ta fiche de conseil. D'accord, ça c'est logique. Moi, j'interviens parce que c'est pour aider Lisa Marie. Je pense qu'en fait, on lui a jamais montré où fallait cocher les besoins. Ah, Et du coup, à mon avis, quand elle édite un contrat, ça sort la tout fiche pré-rempli. conseil toute pré-remplie, comme si on n'avait pas coché en fait. Ouais, Mais c'est fort normalement, possible. normalement, Lisa Marie, elle aurait dû. J'apprends Bah, en fait. ouais, voilà, c'est parce qu'on t'a jamais expliqué et Non. c'est pour ça que tu le sais pas. C'est Et pour ça moi que je non plus, on comprenais m'a pas jamais que tout expliqué. Hein. ressortait. C'est Bah ouais. en cherchant dans tous les bouts, enfin dans toutes les fenêtres et casques que j'ai vu que on pouvait cocher des besoins. Ah ok, bah nickel, alors je l'apprends parce que Bah ouais, je sais. ouais, Bon, ok. Si ça peut servir à ça. oui, c'est Pareil pour la partie prévoyance, on peut cocher oui, non, et on peut avoir le choix. ok. On a bien fait d'intervenir. D'autres remarques sur notre thème? Non, pour moi, non. D'accord. On va continuer donc. Donc le conseil et l'implication du commercial. Donc là, votre rôle est extrêmement fort. Donc là, j'ai repris un document que vous avez en annexe sur le devoir de conseil, les principes du conseil en assurance, où là, le législateur, entre guillemets, impose des formats. L'idée n'est pas que vous soyez tous formatés de la même manière, mais par contre, que le processus de commercialisation doive prévoir un recueil et une reformulation des attentes du client. Donc, voilà, vous avez besoin de quoi? De ça, de ça, de ça. Donc ça doit être tracé. Et on est bien d'accord, vous m'avez dit que vous aviez besoin de ça, de ça, de ça. Donc là, ça doit être tracé aussi, comme quoi vous avez bien validé que c'était ses besoins et que le prospect ou l'adhérent est en adéquation, il est d'accord avec ce que vous avez reformulé. Et ensuite, la présentation et l'explication des contrats doit être motivée. Je vous prends un exemple, vous avez besoin que de l'hospitalisation, je vous vends le contrat où on n'a que de l'hospitalisation. C'est très basique ce que je dis, mais c'est très important pour le législateur et surtout pour le gendarme qui est la CPR en cas de contrôle. Hop là, je vais y arriver. Le cadre du conseil. Donc, les distributeurs doivent être honnêtes, impartiaux et professionnels. Donc là, on n'est pas là pour vendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. On est vraiment respectueux des intérêts de notre adhérent. Alors, je le redis, hein, c'est marqué du client, mais c'est le législateur qui le dit comme ça. Chez nous, ça sera de l'adhérent. Et effectivement, il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts. Je prends un exemple, un courtier en assurance, s'il travaille pour 3, 4, 5, 6 compagnies, mais qui travaille majoritairement avec AXA, et que AXA lui dit, en plus de vos commissions, si vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à X euros dans l'année, vous aurez 10% de plus. Là, il peut y avoir conflit d'intérêt entre le courtier en assurance et AXA. Donc là, le courtier doit mentionner cela.
il doit mentionner qu'il y a des accords commerciaux avec AXA, etc. Et là, pareillement, le législateur est très sensible à ça. Vous n'êtes pas concerné puisque vous êtes salarié. Mais par contre, sur un de vos documents que vous faites signer à votre prospect ou à votre adhérent lorsque vous faites votre fiche de devoir de conseil doit mentionner quelque chose dans le style notre réseau où je suis salarié, enfin les conseillers de notre réseau est salarié, il n'y a pas de commission ou il n'y a pas d'avantage de quelque nature sur le contrat préconisé, proposé, etc. Et effectivement, il est à même d'utiliser les marchés cibles. Les marchés cibles, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le distributeur qui doit vous dire tel contrat, ça va pour telle population, tel contrat, ça va pour telle population, et il doit suivre ces marchés cibles. La formalisation et la traçabilité. Donc, il doit vous fournir, puisque c'est vous le réseau, des process d'information et de conseils cohérents et lisibles que vous devez tracer, en distinguant les différentes prestations proposées et réalisées. Si, je ne sais pas, dans un contrat de santé, vous avez des petites garanties de prévoyance, vous devez, alors, certes, les mettre en avant, mais expliquer pourquoi elles sont ciblées, elles sont réalisées. OK. Ensuite, ils doivent concevoir des documents afin que le client les comprenne. Donc là, vous avez un nouveau document, logiquement, qui s'appelle, alors, suivant les régions, parce que j'ai fait plusieurs formations, il y en a qui les appellent LIPID, ça c'est le mot en anglais, c'est Information Products Insurance, ne rigolez pas, j'ai un accent pas bon en anglais, sinon c'est le PIDA, le DIPA, le document d'information produit en assurance. Donc là, c'est celui où il y a le bandeau bleu avec le nom du contrat, etc. Celui-là, il doit être très clair. Il est standardisé au niveau, européen. Donc chaque opérateur a strictement les mêmes rubriques qui apparaissent. Pas les mêmes informations, mais le même titre de rubrique. Donc ça, c'est vraiment important, qui est à remettre à l'adhérent, au prospect avant la signature du contrat éventuellement. Et vous devez effectivement conserver tout ce qui concerne votre recueil des besoins, le document signé par votre prospect ou votre adhérent, et que vous deviez aussi lui faire signer, en indiquant bien l'intégralité des documents que vous lui avez remis. Donc avant la signature du contrat, pour une mutuelle, à minimum, il doit y avoir le règlement mutualiste, les statuts, le DIPA ou IPID qui va bien, le tableau de prestation, le tableau de garantie, la notice d'information pour la prévoyance, le tarif bien sûr, et la fiche de devoir de conseil qui doit être signée. Et donc vous devez archiver tout ça, enfin vous devez archiver la fiche de devoir de conseil et lui remettre l'intégralité des documents que je viens d'énumérer. Est-ce que ça va ça? Là, on est sur la traçabilité. Maintenant, la méthode adhérée, donc c'est une méthode que j'ai créée, donc en m'inspirant vraiment de tout ce que disait le législateur. Donc il faut bien que vous, et ça sera vraiment détaillé sur la phase du rôle du commercial dans le e-learning, tout ce qui concerne la phase d'accueil, la phase de découverte, la phase d'harmoniser et d'échanger, c'est la phase où vous cherchez à savoir. Vous êtes là pour accueillir votre prospect ou bien votre adhérent, c'est le minimum. Mais la découverte. Et là, j'étais récemment dans une mutuelle, et on me disait souvent, ah oui, mais nous, nos adhérents, ils sont là depuis longtemps, on les connaît bien, etc. Ouais, ils sont là depuis longtemps, vous les connaissez bien, mais est-ce que vous êtes sûr que leur situation n'a pas changé? Leurs besoins ont plus évolué? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Est-ce qu'ils vous l'ont pas dit? De quoi vous avez parlé? Souvent j'aime bien parce que c'est vraiment convivial, on parle de la pluie, du beau temps, mais on parle peut-être pas forcément de tous les contrats, de toutes les garanties, de tous les besoins. Donc régulièrement, refaites une découverte des besoins de votre, qui plus est, adhérent, fidèle, etc. Alors pour le prospect, la question ne se pose pas, il faut vraiment découvrir.
Une fois que vous avez découvert ces besoins, le législateur dit bien que vous devez harmoniser. Vous avez besoin de A, B, C, très bien. J'ai bien compris que vous aviez besoin de A, B, C. Il doit vous dire oui, vous harmonisez. Si c'est A, B, C, D, E, bah vous échangez un petit peu, vous mettez d'accord. Pardon, vous mettez d'accord sur ces vrais besoins. S'il y a une question qui se pose, c'est pas grave, vous reprenez rendez-vous. Par exemple, moi, si on me demande qu'est-ce que j'ai comme garantie prévoyance, je ne sais pas vraiment. Est-ce que j'ai un contrat cadre? Est-ce que j'ai quelque chose à la banque? Est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que j'ai avec ma carte bleue? On se revoit la semaine prochaine, le temps de refaire le point. Une fois que vous avez cherché à savoir, vous devez guider et accompagner. Donc, vous devez reformuler. Donc, vous m'avez dit, sur tel besoin en hospitalisation, en dentaire, moi, je vous propose telle formule. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça correspond bien? Donc, à chaque fois, vous devez refaire l'aller-retour pour être sûr que ce que vous proposez est bien en adéquation avec ce que l'autre veut et qu'il ait bien compris que ce que vous lui proposez, c'est bien ce qu'il veut. Vous voyez, j'enfonce le clou, mais devoir de conseil, c'est hyper important. Après, vous pouvez engager. Donc, engager, c'est est-ce que vous voulez signer maintenant, tout de suite, je m'occupe de la résiliation, etc. Donc là, vous faites votre rôle traditionnel, normal. Et vous pouvez rebondir. Est-ce qu'il a, par rapport à tel service, à tel besoin, vous pouvez dire, on peut se revoir là-dessus, on peut se revoir sur de la prévoyance, ou effectivement, tout à l'heure, vous me parliez de questions dentaires. Sachez qu'on a notre centre dentaire du livre 3 qui est, qui vous sont ouverts, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment tout l'aspect pour guider, accompagner et mettre en avant vos valeurs mutualistes pour votre prospect ou adhérent. Vous vouliez finir par rebondir parce que je voudrais donner la parole aux participants qui ont des questions. Allez-y. Ok. Alors, je vous donne la possibilité d'activer vos micros. Je vois que Laurence, vous avez une question à poser. Non, pardon, c'était sur le slide d'avant concernant le devoir de conseil. Mais du coup, moi, je pense que c'est un petit peu particulier. Voilà, non, c'était sur le fameux document où effectivement, moi, quand je l'ai reçu, il était aussi en PDF précoché. Et donc, très récemment, je l'ai fait faire modifier par le groupe puisqu'il nous a été distribué par le groupe. D'accord. Voilà. Mais là, sur la méthode adhérée, rien de particulier. D'accord, ok. Alors je propose à Johanna qui avait une question aussi qui était restée sans réponse. Nous vous écoutons. Johanna, si vous voulez intervenir devant le groupe peut-être. Elle est partie? Alors oui, j'ai activé son micro. Vous êtes partie, Johanna? Vous êtes avec nous? Ok. Alors, Julie aussi avait posé une question. Je ne les vois plus les questions. Julie Carpentier. On va lui mettre le micro peut-être. Je vous mets le micro, bien sûr. Non, je n'avais pas posé de question particulière. C'était sur l'autre thématique, mais non. Là-dessus, j'ai pas posé de question particulière. Ok. Alors, du coup, on va pouvoir avancer à moins qu'il y ait des questions. Voilà, je voulais faire des pauses régulièrement pour vous donner la parole. Si ce n'est pas nécessaire, on va continuer. Oui. Allez, c'est parti. Alors. Donc, avec cette méthode, ça vous permet vraiment de vous caler avec la volonté du législateur, à savoir que vous, dans un premier temps, que vous fassiez le traitement du besoin précis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un prospect ou un adhérent, à prime abord, lorsqu'il vous appelle, lorsqu'il vient vous voir, a une question précise. C'est très basique ce que je dis, et vous devez effectivement y répondre. Donc, comme vous êtes en phase d'accueil, certes, mais de découverte, avec un questionnement centré sur le besoin pour lequel il vient,
ça vous permet éventuellement, avec la fiche étude de besoin, peut-être de rebondir sur de la prévoyance ou d'élargir le débat, mais vous devez, quoi qu'il arrive, traiter le besoin pour lequel il vient. Et ensuite, vous élargissez un petit peu. Et là, vous êtes effectivement, au niveau de l'approche conseil, dans la phase du besoin global. Donc, comme vous avez, avec cette méthode adhérée qui est décortiquée précisément dans le e-learning, ça vous permet de structurer votre entretien, de valider l'accord avec l'autre. Voilà, vous venez me voir pour votre complémentaire santé. Par contre, en termes de besoins au niveau prévoyance, vous m'avez dit que vous ne saviez pas ce que vous avez, ou vous m'avez dit que vous n'aviez rien. Je vois votre question santé, et ensuite on pourra aborder la question prévoyance. Est-ce que ça vous convient? Vous voyez, quelque chose dans ce style-là qui soit fluide, qui vous permette d'être en harmonie avec lui pour voir sa situation globale. Vraiment, c'est son besoin global. Et effectivement, ça vous permet ensuite de pouvoir proposer une garantie qui correspond à ses besoins sur la santé, une garantie qui correspond à ses besoins sur la prévoyance, par exemple. Ou c'est pas forcément un contrat, ça peut être aussi le fait de pouvoir lui apporter un service. Un service, ça peut être, je prenais l'exemple du cabinet dentaire ou optique du livre 3, mais ça peut être aussi un service en termes de secours exceptionnel, d'aide ponctuelle, etc. Et donc là, vous devez le marquer et le tracer. Donc il y a 3 niveaux de conseil que le législateur a légiféré. J'y reviens, mais c'est extrêmement important. Du moment que vous avez recueilli des informations qui sont fiables, qui précisent les exigences et les besoins de votre interlocuteur, vous avez l'obligation de lui donner des réponses objectives sur son contrat. Vous devez motiver. J'ai préconisé tel contrat, telle garantie, tel élément, parce qu'il y avait ça qui était demandé. Je reviens à ma petite phrase. Vous avez une question, vous proposez une solution, vous devez trouver tout ce qui est en adéquation entre la question et la réponse. Et bien sûr, le tracé. Les 3e niveaux de conseil, oui, là c'est la recommandation personnalisée. Je vous l'ai mis juste, entre guillemets, pour information sur les intermédiaires en assurance qui, eux, sont encore plus concernés par vous. C'est qui reste vraiment impartial parce qu'il y a eu tellement de dérives sur les intermédiaires que le législateur a vraiment enfoncé le clou sur cette dernière cible. Et pareillement, on se retrouve sur la motivation de contrats, d'informations objectives, etc. C'est vraiment très très important. Maintenant, lorsque vous arrivez sur la proposition, vous veillez à être honnête et impartial, mais bon, ça dans mon esprit, en mutualité, ça se passe très bien. Que vous recoupiez les informations recueillies et les garanties proposées. Donc, vous avez besoin d'optique, par exemple, vous m'avez dit avoir un budget de 200 €. Dans cette formule-là, la garantie va jusqu'à 230 €. Donc, vous êtes largement dans le besoin, la garantie qui correspond à votre besoin en optique évoqué. Donc, vous mesurez la cohérence de sa proposition. Si un interlocuteur vous dit, voilà, j'ai besoin de 1000 € pour de l'optique, est-ce que vous avez, vous déjà, des garanties qui vont jusqu'à 1000 € en optique? Peut-être pas, je ne sais pas. Maintenant, il a besoin de 1000 € en optique. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment 1000 €? Est-ce que c'est pas... Enfin, voilà. Et s'il n'a pas 1000 €, qu'est-ce que vous faites? S'il a besoin de 1000 € et que vous n'avez pas la garantie, on le verra un peu plus tard. Je fais un peu de teasing. Et sur le discours, vous devez être très clair. Si vous demande 1000 € en optique et que vous n'avez pas 1000 € en optique, vous ne devez pas lui dire j'ai 1000 € en optique ou j'ai 500 et puis avec une aide, machin, etc. Non, vous avez ou vous n'avez pas. La réponse que vous lui apportez doit accompagner l'adhérent à souscrire chez vous
de manière saine, ou à ne pas souscrire chez vous. Je ne sais pas si vous avez une garantie santé avec 100% des frais réels. Si c'est ce que vous demande votre prospect, si vous avez un contrat santé avec 100% des frais réels, vous pouvez lui en parler. Si vous n'avez pas, vous devez lui dire « je n'ai pas ». Et vous devez conserver une trace. Support papier ou support durable, hein, en fonction de vos outils informatiques. Vous avez la possibilité. Là, vous me parliez de CRM, donc vous pouvez archiver, etc. Donc très bien. Si maintenant il y a des éléments qui ne sont pas archivables au niveau informatique, vous les conservez en support papier. Là, vraiment, j'insiste, parce qu'en cas de contrôle de la CPR, ça peut être sur pièce, sur place, ils vont tout décortiquer. Et effectivement, je reviens à ce que je vous ai indiqué, ne pas donner de conseils si des informations sont manquantes. Un adhérent ou un prospect qui vous dit moi je veux de la prévoyance, je ne sais pas trop ce que j'ai, mais voilà, faites-moi. Non, à la limite, vous devez vous caler, alors certes sur ses besoins, sur ce qu'il a déjà, sur ce qu'il n'a pas, quitte à ce qu'il revienne, quitte à ce que vous repreniez un rendez-vous, quitte à ce qu'il y ait un nouveau rendez-vous téléphonique, peu importe. Mais vous ne devez pas vendre ou proposer un contrat sans qu'il y ait de motivation de la part de l'adhérent. Et si effectivement vous n'avez pas le contrat, c'est ce que j'ai dit le slide précédent, j'insiste largement, vous ne devez pas vendre ou proposer ou émettre un devis, voyez, on va loin, à quelqu'un pour lequel la garantie que vous pensez émettre ne correspond pas à ses besoins. C'est interdit. Je vais aller plus loin. Si la CPR, en cas de contrôle, s'aperçoit de cela, dans un premier temps, ils ne vont peut-être pas vous sanctionner, mais ils vont vous faire des remarques. Et une fois que vous êtes dans le collimateur de la CPR, c'est gênant. Alors quand je dis vous, c'est la mutuelle en question. Et effectivement, si un adhérent, malgré tout, insiste en disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça », il ne faut pas non plus le faire en refus de vente. Une fois que vous avez bien marqué sur votre document « je déconseille à monsieur Untel de ne pas souscrire ce contrat parce qu'il y a ça et ça qui ne sont pas prévus par rapport à ses besoins, etc. » Donc vous êtes bien motivé. Je déconseille de signer ou de ne pas signer. Moi, je déconseille de signer le contrat parce qu'il manque telle et telle garantie. Si maintenant, vraiment, le prospect vous dit « non, non, mais je le veux quand même », dans ce cas-là, il faut vraiment que vous lui dites « je suis bien, que le prospect marque bien, je suis bien conscient qu'il me manque tel et tel point, mais je veux quand même ce contrat ». C'est l'exception, entre guillemets. Mais vraiment, ne pas faire de vente s'il manque l'adéquation entre le besoin et la solution. Donc la finalité commerciale, c'est l'obligation d'information. La fiche d'information avec c'est ce que j'ai, c'est la fiche de devoir de conseil, peu importe le nom qu'on apporte. Le suivi de l'adhérent et la preuve de la remise du document. Ce sont des documents d'information, pour être très clair. Tout cela fait que vous devez le faire savoir. Alors, le faire savoir tant pour l'autre, mais que vous le fassiez savoir aussi pour vous en interne en termes de traçabilité. La fiche d'information, donc DIPA ou IPID, elle a été légiférée. Hein, je vous fais grâce du texte de loi, mais c'est bien vous dire qu'elle est gravée dans le marbre, alors tant au niveau européen pour l'ensemble des États membres, que pour le législateur en France, qui l'a transposé tant dans le code de la mutualité, que dans le code des assurances, que dans le code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les institutions de prévoyance. Elle est, là vous avez un facsimilé, peu importe, mais elle est fabriquée pareil, partout en Europe, quel que soit le contrat non-vie,
Assurance vie, c'est un petit peu différent. Donc, il y a toujours les rubriques, qu'est-ce qui est assuré, qu'est-ce qui n'est pas assuré, les exclusions, la couverture, les obligations, les paiements, prise d'effet de la garantie et comment puis-je résilier le contrat. Ça, ce sont les rubriques obligatoires partout en Europe. Donc, je ne dirais pas où, mais j'ai entendu, c'était chez un banque assureur. Oh ben nous, ces documents-là, on les a reçus, mais on les a achetés parce que toujours on remet des documents. Non, là, il peut y avoir du défaut de conseil. Donc, c'est un document à remettre systématiquement en phase précontractuelle. En plus du tableau de garantie, de la tarification, du règlement mutualiste, de la notice d'information, des statuts de la mutuelle et la signature de fiche de devoir de conseil. Donc, je reviens sur la phase précontractuelle. Fourniture d'informations au client. Donc, vous devez lui remettre tous les éléments que je viens d'indiquer, statut, règlement mutualiste, etc. Je me répète parce que c'est vraiment important. Il y a des mutuelles que j'ai vues récemment qui ne remettaient pas ces documents et c'est le législateur l'impose. Alors, ça peut être un format papier, mais ça peut être un format électronique. Ça peut être un envoi par mail, peu importe, du moment que vous avez la signature comme quoi votre prospect ou adhérent a bien reçu les documents. La collecte d'informations auprès des clients, donc on revient avec la méthode adhérer, surtout la phase de découvrir et d'harmoniser. La phase de conseil donc, doit être personnalisée. Donc là, c'est bien qui j'ai face à moi, ça concerne qui, lui, sa famille, les enfants, etc. Donc vraiment avoir une connaissance parfaite de la situation actuelle de son interlocuteur, qu'il soit prospect ou adhérent. Et dernier point sur tout ce qui concerne la phase de vente, donc avant la conclusion du contrat, où vous devez effectivement remettre la fameuse fiche IPID ou DIPA qui est commune à tous les acteurs du marché en Europe. Après, je vous passe les détails sur tout ce qui concerne l'assurance vie, qui sont les deuxièmes pour les PIA. Donc là, il y a des procédures un petit peu spécifiques. Si vous vendez de l'assurance vie, il faut, en plus il y a un document qui s'appelle le DIC, le document d'information clé, qui doit être à remettre au client, mais là, il y a des éléments supplémentaires en termes de risque, d'appréciation du risque, de perte d'argent, etc., etc. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre tout à l'heure quand on vous remettra les micros. Alors maintenant, on va se dire, tout ça, ça nous fait des contraintes. Parce que on doit remettre plus de documents, l'entretien est beaucoup plus formalisé, on doit tracer, on doit faire signer, bien sûr, la fiche étude de besoin avant la signature du contrat. Tout ça, on n'a encore rien signé. Non, tout ce qu'on a vu, c'était avant la signature. Donc, il y a malgré tout des opportunités qui sont là. C'est que ça nous permet de repenser la relation client, ou la relation à l'adhérent avec notre approche commerciale. Faire du conseil une recommandation personnalisée. Et là, c'est, voilà, je vous propose ce contrat-là. C'est pas parce que mon père a le même que je vous le conseille, non, c'est parce qu'il y a tel point qui vous concerne, vous m'avez dit avoir besoin de ça, je vous donne ça, etc. Vous personnalisez. C'est comme si c'était du sur-mesure. Quand vous parlez de vos avantages sur tous vos livres, enfin vos aspects du livre 3, donc que sont centre dentaire, optique, j'en passe des meilleurs, il peut y avoir des cartes de sport, il peut y avoir vraiment différents services. Je vous invite vraiment à les connaître par cœur pour pouvoir les adapter à chacun. Et du fait que vous avez 15 heures minimum de formation annuelle, pourquoi ne pas le mettre en avant ? Rien ne vous empêche de l'évoquer à l'occasion en discutant avec votre adhérent. Voilà, maintenant, là, toutes ces règles-là font que même nous, maintenant, avant on était formés régulièrement, mais maintenant c'est encore mieux. Voilà, on est encore mieux formés. C'est pour mieux vous accompagner, mieux vous renseigner, mieux vous conseiller. Et là, vous êtes force de proposition. Vous montez en compétence. Vous valorisez votre interlocuteur
de par votre professionnalisation. Et dernier point voulu par le législateur, il n'y a plus de contrat ou pas de contrat, mais d'adhérents qui sont là depuis 30 ans et qu'on n'a jamais revus. Il n'y a plus d'adhérents qui sont là depuis 10 ans et qu'on n'a jamais revus. Il n'y a pas de contrat depuis 5 ans qui n'ait jamais été éventuellement mouvementé. Ou en tout cas, voilà, il y a une traçabilité, comme quoi on a revu Monsieur Michu voilà, cette année. Tous ces contrats, ces garanties sont toujours d'actualité, donc tout va bien. Maintenant, on le revoit quand? Il faut qu'au niveau de la mutuelle, vous mettiez en place un process en disant, en fonction du nombre, en fonction de divers critères, nous, on va les revoir tous les 18 mois, tous les 2 ans, voilà. Mais régulièrement, qu'il y ait un suivi, un accompagnement. Ça, c'est primordial. Et effectivement, l'idée, l'opportunité, c'est de faire évoluer vos outils informatiques. Vous me parlez de CRM, je me répète, mais déjà, ça existe. Il y a des mutuelles qui n'ont pas tous vos outils, d'autres qui ne les ont pas du tout. Ils sont qu'en papier. Donc, il y a beaucoup d'évolutions qui se font grâce à cette législation. Donc, utilisez bien tous les documents en votre possession. On ne pourra jamais vous le reprocher. Alors, les petites sanctions. Donc, vous avez compris que le gendarme, c'est peut-être une petite pause là, avant les sanctions. Je vais revenir en arrière. Hop, sur les opportunités commerciales. On va vous redonner la parole. Voir s'il y a des questions. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez activer vos micros pour poser vos questions. Voilà, je ne vois pas de main levée. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir pour faire partager ses questions ou ses réflexions? Jacques, est-ce que vous voulez solliciter les participants par une question peut-être? Oui, est-ce que ce sont des éléments qui vous paraissent clairs, et est-ce que les opportunités surtout vous facilitent la vie dans votre approche à votre adhérent ou à votre prospect? Vous pouvez en sentir. Alors, qui est-ce qui prend la parole? Il y a du bruit dans les bureaux, c'est pas. Ouais. Je sens que l'activité a repris un peu avec la baisse de concentration. C'est bien le sueur. Je prends l'initiative d'interroger un participant. Oui, je sais. Oui, je posais la question par rapport aux opportunités avec ce nouvel environnement législatif, donc qui vous apporte un formalisme beaucoup plus précis. Est-ce que comment est-ce que vous avez pu positiver de ces évolutions? C'est un petit peu compliqué. J'ai plusieurs personnes, moi, qui parlent dans le casque. J'ai l'impression que j'ai une dame qui est en train d'expliquer une garantie. En fait, ce que vous entendez, c'est les bruits des bureaux. Parce qu'à travers les micros, on entend également. C'est inaudible. C'est inaudible. C'est un peu compliqué, oui. Recouper. Je pense qu'il vaut mieux que les gens qui veulent prendre la parole, tout simplement, lèvent la main et ainsi on actionnera un micro par un micro, parce que c'est vrai que on sent bien que là, la matinée a avancé, que l'activité reprend et bat son plein dans les bureaux et du coup, ça ne nous permet pas d'entendre distinctement de toute manière vos réactions. Donc, on actionnera les micros à partir du moment où vous levez la main.
Voilà, donc la question de Jacques, c'était est-ce que ce qu'on vous demande dans ces obligations DDA, est-ce que pour vous c'est réalisable? Est-ce que vous arrivez facilement à les mettre en pratique? C'est bien, c'était la question qui vous était posée? Tout à fait, absolument. Ok. Et dans tous les cas, si vous ne souhaitez pas réagir oralement, vous pouvez utiliser du coup le chat pour nous faire part de vos réactions. Je vous propose de continuer. On va continuer. Alors, les sanctions encourues, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé avec le gendarme de l'assurance et de la mutualité et de tous les opérateurs assurantiels via l'ACPR. Donc, c'est que tous les opérateurs sont concernés. Jusqu'à il y a quelques années encore, les mutuelles étaient épargnées, les institutions de prévoyance aussi. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que le législateur, alors il est là pour vous contrôler, mais qu'effectivement, il est là aussi pour vous accompagner. Alors peut-être pas vous sur les réseaux commerciaux, mais en tout cas pour vos directions, s'ils ont des questions, s'ils ont des éléments, des remarques, etc., la CPR peut les accompagner avant de les sanctionner. Ça va? Oui. Et donc, on va passer à la page suivante. À la suite. Voilà. Donc, la CPR contrôle tout, à savoir tout ce que vous avez comme document publicitaire, tout ce que vous avez comme démarche commerciale, tout ce que vous avez donné comme cible, tous les éléments d'information que vous donnez, que vous êtes censé donner à vos prospects ou adhérents avant la signature du contrat. Lorsque le contrat est signé, elle va contrôler effectivement qu'il y ait bien l'adéquation entre les besoins et la solution préconisée. Et ensuite, elle va contrôler aussi, alors peut-être pas tout à fait là cette année, mais dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, elle va contrôler toute la vie que vous avez donnée à la révision de votre portefeuille. Est-ce que vous avez mis en place des processus de révision à 12 mois, 18 mois, 24 mois, peu importe. En tout cas, elle va vraiment analyser tout cela complètement. Quitte à vous accompagner sur la mise en place de systèmes. Hein, mais elle doit effectivement le contrôler et le faire mettre en application par tous les opérateurs assurantiels. Ça peut être du contrôle sur place, donc elle peut très bien rentrer physiquement dans les locaux de la mutuelle et faire une perquisition. C'est déjà arrivé. Elle a contrôlé déjà toute la publicité et de plus en plus elle va monter en puissance là-dessus. Alors ça peut être la publicité à la télé, ça peut être des tracts, ça peut être publicité radio, ça peut être publicité sur Internet, sur votre site mutuel si vous en avez un, etc. Donc tout ça est hyper important. Elle va contrôler aussi si vous êtes intermédiaires les uns avec les autres, donc voir un petit peu tous vos accords. Et surtout, là où elle contrôle, parce qu'elle aime beaucoup ça, c'est en cas de réclamation et ou de saisie du médiateur. Donc là, je peux vous dire qu'elle se donne à cœur joie d'éplucher toutes les réclamations qu'elle reçoit. Alors, sur les fondamentaux de la mutualité. Ah oui, pardon, je voulais juste donner un petit exemple de sanction qui est arrivée, mais vraiment la semaine dernière. À savoir qu'un courtier en assurance, enfin en contrat de prévoyance, faisait de la vente à distance et en termes d'information, il passait même pas 3 minutes au téléphone. Et en éléments envoyés par mail auprès de ses différents prospects, tous les documents n'étaient pas conformes avec la législation. Donc il n'y avait pas d'étude de besoin et pas les bons documents. Et voilà. Donc là, le courtier, après s'être fait rappeler à l'ordre 2 fois, je crois, a eu là le 16 mai une amende de 20 000 €. Alors c'est pas beaucoup, même parce qu'un courtier précédemment l'année dernière avait eu une amende de l'ordre de 50 000 € pour des faits similaires. Or, c'est pour vous dire que personne n'est épargné. Alors je ne vais pas vous effrayer, mais à partir du moment où vous avez des règles et procédures à appliquer, vous les mettez en place,
et tout se passe bien. Si demain la CPR dit que ça ou ça, vous devez le modifier, le faire avancer, etc. Donc, ce sera la direction qui sera concernée et qui vous demandera d'appliquer une nouvelle procédure. Mais avant de sanctionner, elle accompagne, je le répète. Mais le jour où elle sanctionne, alors non seulement c'est publié dans la presse, c'est publié sur son site internet. Je vous invite à aller voir acpr.fr. Vous avez toutes les résolutions. Les résolutions, ce sont les sanctions. Donc, je vous invite à voir toutes les résolutions qui sont prises pour les opérateurs assurantiels. Alors, juste peut-être proposer une réponse à Johanna Germain, qui indiquait que l'accompagnement des adhérents lui paraissait compliqué à mettre en place. Alors, l'accompagnement, ça doit être par rapport au suivi sur la durée. Bah, je dirais que là, il y a, au niveau de chaque mutuelle, il va falloir que vous mettiez en place, c'est ce que j'expliquais là, il y a 15 jours à une mutuelle pour laquelle je faisais une formation. Je dis, ben voilà, vous avez par exemple 4000 membres avec 5000 adhérents par exemple. Ben, sur vos 4000 membres, vous me faites une extraction de ceux qui ont plus de 30 ans d'ancienneté, pour lesquels le contrat n'a pas été mouvementé. Eh ben, vous les contactez en premier en fonction du nombre. Vous dites, ben voilà, j'en ai 1000 par exemple. Il y a combien de personnes dans la mutuelle 10 personnes, ça fait faire 100 par personne. Ben moi, c'est 100 personnes. Là, d'ici la fin de l'année, je m'engage à les contacter, à prendre rendez-vous, etc. Je dis n'importe quoi hein, comme chiffre. Mais l'idée, c'est ça. C'est que déjà, mettre en place avec un fichier Excel, avec peu importe un tableau, quelque chose de cohérent, un accompagnement pour. Maintenant, effectivement, là, ce qui va se passer par rapport à l'actualité, c'est le reste à charge zéro. Alors, ça va peut-être faire évoluer vos garanties, vos prestations, il va falloir peut-être informer vos adhérents, il va peut-être falloir communiquer de telle ou telle manière. Ben, saisissez cette opportunité, cette occasion d'un changement législatif sur le reste à charge zéro pour pouvoir initier et mettre en place des révisions de contrats, des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous physiques pour faire le point, étude de besoin, on recheck toutes les garanties, etc. Donc vous voyez, ça va vous permettre, l'actualité va vous aider à mettre en place ce levier d'accompagnement et de suivi sur la durée. Donc, je reviens aux fondamentaux de la mutualité. Vous êtes mutuelle du livre 2. Ça sous-entend que vous avez des avantages qui sont différenciants. Alors, pardon, j'ai des questions de Johanna. J'ai le cas d'un adhérent à qui j'ai fait un contrat démarrant le 2019. J'ai fait valoir la Châtel en renvoyant le... Articulez bien pour que tout le monde comprenne. J'ai le cas d'un adhérent à qui j'ai fait un contrat démarrant le 1er janvier 2019. J'ai fait valoir la loi Châtel en renvoyant... Je l'ai perdu. Pardon, j'ai perdu votre phrase, je vais la retrouver. En renvoyant le recommandé, j'ai bien validé avec lui qu'il avait bien reçu son échéancier. Problème complémentaire souscrit auprès d'une assurance non soumise à la loi Châtel. Est-ce normal? Bah, si c'est pas soumis à la loi Châtel, c'est que c'est un contrat collectif. Dans mon esprit. Donc là, sur ce cas particulier, l'idée c'est de refaire un questionnement dans le cadre du devoir de conseil. Ce sont des retraités. Ah, ce sont des retraités. Ils sont pas mis à ils sont pas soumis à Châtel. Comment est-ce qu'ils peuvent le justifier? Alors ça peut être des retraités dans le cadre d'un contrat commun, peut-être. Je vois ça comme autre. Laurence de Nénour répond que ce contrat doit être un contrat collectif facultatif. Oui. Ça peut être un, voilà, comme les communes, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est. Donc là, on est sur le cas particulier où il faut attendre l'échéance annuelle. Est-ce que vous pouvez refaire une synthèse pour l'ensemble du groupe, s'il vous plaît?
Alors donc là, j'avais une question sur un contrat qui avait été mis en place au 1er janvier 2019 suite à la résiliation de la concurrence dans le cadre de la loi Châtel. Or, il y a 2 exceptions à la loi Châtel, pour lesquelles la loi Châtel ne s'applique pas. C'est dans le cadre d'un contrat collectif pour les salariés. Dans ce cas-là, c'est l'échéance annuelle. Et pour les contrats, ce qu'on appelle les contrats communaux, qui sont des contrats collectifs à adhésion facultative, donc toute population, ça peut être des actifs, des retraités, peuvent souscrire. Et dans ce cas-là, la loi Châtel ne s'applique pas. Donc, être bien dans le questionnement, aller vraiment très loin, c'est vraiment important. Et là, l'exemple est flagrant. Et donc là, le contrat a été souscrit auprès de la complémentaire des seniors, FMA Assurance. Après, il faut voir dans quel cadre le contrat est légiféré, si c'est un contrat collectif à adhésion facultative ou un contrat collectif à adhésion obligatoire comme pour les salariés dans le privé. Il faut voir comment est-ce que la loi Châtel s'applique ou pas. Avec plaisir, Johanna. Oui, parce que Johanna me disait merci, donc avec plaisir. Donc, je reviens à vos avantages, vos opportunités pour vous en tant que mutualiste. Déjà, vous êtes, en termes de conseils, en termes de vente de contrats, de garantie, de prestations, vous n'êtes pas lié à un quelconque actionnaire, vous êtes dans le livre 2, vous êtes salarié, vous n'êtes pas commissionné, il n'y a pas d'actionnaire, vous voyez. Donc, vraiment, mettez en avant ces éléments-là. Et ensuite, votre livre 3, qui est vraiment le volet social et sanitaire. J'ai eu fait, là, dans des simulations d'entretien de pente, des entretiens sur lesquels vous n'évoquez pas du tout vos avantages sur les livres 3. Dans votre mutuelle, s'il y en a, vous devez en parler. Si maintenant vous n'avez aucun accord avec des actions ou des volets sur le livre 3, je veux bien, mais ça m'étonne, parce qu'il y a toujours un réseau dentaire, un réseau optique, un réseau mutualiste proche de chez vous, pour lequel vous pouvez le mettre en avant. Vous avez aussi très souvent des services de fonds exceptionnels. Ça, vous pouvez le mettre en avant aussi. Maintenant, en termes d'adhérents d'une mutuelle, je ne sais pas si c'est le suivant ou pas. Oui, vous avez toutes vos actions de prévention. Il y a des mutuelles qui font par exemple des ateliers mémoire, d'autres qui font des actions sur le sport, sur l'alcoolémie, sur le cancer, sur le... peu importe. Renseignez-vous, vous avez peut-être des livrets internes, enfin des livrets que vous envoyez à vos adhérents tous les trimestres par exemple, sur lesquels vous avez des informations qui sont là, qui sont données par la direction, par la fédération, etc. Mettez en avant tous vos éléments, que ce soit social, culturel, etc. Votre état d'esprit, c'est effectivement avoir un contrat complémentaire santé qui colle au régime obligatoire. À la base, c'est ça. Plus quelques éléments en fonction des formules, mettez-les en avant, positionnez-vous comme le premier opérateur, après la sécurité sociale, qui va régler c'est tous les mois chez vous, j'ai une intervention. Donc, tous les mois, le magazine Viva est envoyé à chaque adhérent. J'espère que tous les mois, chacun d'entre vous en prenez connaissance systématiquement pour rebondir dessus, pour en faire des avantages. Donc, c'est super. Alors, pour certaines mutuelles, c'est tous les mois, pour d'autres, c'est tous les trimestres. Donc, c'est en fonction de voilà, des trimestriels. Donc, peu importe, mais surtout, vous, dès qu'il arrive, ce magazine, commencez à le feuilleter, parce que si vous avez des questions d'adhérents, au moins, vous savez de quoi vous parlez. Et si vous avez des petits articles, je sais pas, sur la dépendance, comme j'ai vu dans un magazine de mutuelle récemment, rebondissez. En plus, malheureusement, la dépendance est quelque chose d'actualité. Sans faire de politique, mais le gouvernement en parle, il parle de réforme de retraite, il parle de... Donc, différents éléments d'actualité auxquels vos adhérents
ont la possibilité d'être concernés. Si ce n'est pas eux directement, ça peut être papa ou maman ou les grands-parents, enfin peu importe. Voilà. Donc vous avez toujours matière à rebondir en positivant vos actions, vos services, vos conseils. Il y a, avec le respect que je vous dois, il n'y a pas que les garanties qui comptent. Il y a aussi votre valeur ajoutée à vous, les services, les conseils que vous pouvez apporter. Et je le vois régulièrement, vous savez vous démarquer des assureurs traditionnels. Pour le thème qui nous intéresse, il y a aussi le combat de la mutualité en général, regroupé en fédération, oui. Qui fait que certains combats de la mutualité peuvent rejoindre des intérêts des adhérents. Vous parliez de la dépendance. Oui. Les fédérations vont tout faire pour qu'il y ait un maximum de solidarité qui se joue dans la prise en charge de la dépendance. Et ça, il faut le faire passer aux adhérents. Absolument. Voilà, c'est bien aussi une caractéristique de la mutuelle. Absolument. Et un des points qui me paraît très important, c'est la mutuelle. C'est quelque part, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que dans l'e-learning, c'est développé. Mais sur la mutualité, c'est vraiment l'homme qui est au cœur du système. Et il est tellement au cœur du système que ça va très loin. C'est que déjà, chaque adhérent peut exprimer son avis. Il peut dire, il peut faire des remarques, il peut intervenir aux assemblées générales. Et surtout, il vote. Et il peut se présenter. Et ça, c'est extrêmement important. Il peut devenir membre du bureau et puis monter dans le processus normal pardon, pour arriver à être délégué, à être administrateur, voire président, pourquoi pas. Donc tout ça, je dirais qu'il faut en parler régulièrement. Tout le monde n'est pas forcément intéressé aujourd'hui, mais il y a peut-être des adhérents aujourd'hui qui n'ont pas le temps, et puis dans 5 ans, dans 10 ans, ils auront envie d'intégrer la vie interne de la mutuelle, apporter leur... et tout ça, ça se construit avec le temps. Vous fidélisez comme ça avec le temps. Et surtout, vous avez malgré tout des frais de gestion et des services qui sont maîtrisés, puisque prochainement... logiquement, ça va passer, ça. Chaque mutuelle devra afficher son taux de rapport prestation à cotisation. Donc, ça va permettre de donner un œil nouveau sur qui est qui est bien positionné. Quand on voit effectivement entre les frais de fonctionnement chez un assureur traditionnel, les commissionnements qu'ils doivent avoir sur le contrat, etc., vous allez voir que les mutuelles vont ressortir grandies du lot. En règle générale, les mutuelles, je fais vraiment une moyenne nationale, ont 3 à 4 points de moins en termes de frais de gestion que les assureurs traditionnels. Donc ça joue aussi sur la prestation équivalente qui coûte moins cher à l'adhérent. Donc là-dessus, mettez en avant aussi que vous êtes des salariés, vos frais sont fixes, vous équilibrez chaque année. Il y a même des mutuelles qui soit remboursent les excédents, donc remboursent un petit montant à chaque adhérent, soit ont rajouté des garanties ou des petits services sans supplément de cotisation. Donc là aussi, jouez-en régulièrement. Et juste ce tableau pour vous positionner, je parle du monde mutualiste en général. Dans les années 1990, il y avait environ 7 à 8 000 acteurs mutualistes qui représentaient 80% du marché. Au jour d'aujourd'hui, vous le voyez avec ce tableau en 2016 qui a encore évolué, il y a environ 411 mutuelles qui représentent un peu plus de la moitié du marché, alors que les sociétés d'assurance sont montées à 30% et les institutions de prévoyance à 18%. Donc, vous êtes encore majoritaire, mais vous avez des atouts pour vous défendre. Utilisez-les pour pas que les assureurs traditionnels vous grignotent encore plus des parts de marché. Donc les atouts dont on parle, c'est notamment l'identité mutualiste. C'est pour ça que c'est bien important d'être imprégné de la culture et pour pouvoir en parler aux adhérents. Et c'est pour ça que, j'en profite pour le dire à la conclusion, que
certains d'entre vous, et j'ai vu l'exemple aussi dans une autre mutuelle, qui m'a dit effectivement que le démarrage du programme de e-learning était un petit peu lourd, qu'il y avait des dates, qu'il y avait trop de dates, il y avait trop d'informations. Mon idée n'était surtout pas de vous noyer. Mon idée dans la construction du parcours, c'était de vous faire prendre conscience que au jour d'aujourd'hui, vous êtes mutuelle. C'est issu de l'histoire. Et encore, je voulais remonter à la Renaissance, enfin au Moyen-Âge, etc. Mais avec Anne-Catherine, on a raccourci un peu. Mais il faut que vous ayez conscience que toute notre protection sociale, si on prend un sens large en France, elle est issue du passé. Vous êtes un acteur mutualiste issu du passé, avec les caisses de secours mutualistes, etc., etc. Donc je ne vous fais pas le coup maintenant. Cette histoire-là, elle est prégnante pour nous, et il y a toujours des valeurs qui sont là et que vous devez mettre en avant. Pour savoir d'où on vient, je pense qu'il faut connaître le passé pour savoir où on va. La sécurité sociale, elle est née en 1945, tout le monde le sait, mais pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments du passé qui faisaient que, entre l'Angleterre, l'Allemagne, les éléments en France, etc., tout ça a conjugué à ce qu'on arrive à cette belle réalisation de la sécurité sociale. Vous êtes organisme complémentaire, sur le premier étage, vous complétez la sécu. Donc, c'est bien de savoir sur quoi vous reposez pour pouvoir encore plus mettre en avant vos valeurs mutualistes, votre engagement, comment dirais-je, humain, sur l'entraide, la solidarité, ce qu'on appelait les caisses de secours, sur les caisses d'entraide, sur tout ce qui est solidaire et responsable au jour d'aujourd'hui, entre guillemets, ce ne sont pas des idées nouvelles. Alors, elles ressurgissent avec un côté écolo, avec un côté, c'est très bien, mais par contre, ça a toujours existé, plus ou moins mis en avant. Et je veux dire, j'aurais tendance à dire, depuis une trentaine d'années, ça a été un petit peu oublié. Mais là, ça revient, pas à la mode, mais ça revient au goût du jour de se recentrer sur l'humain. Mettez vraiment au centre de votre discours l'autre. Et tous vos services associés sur l'autre, sur l'humain, sur l'accompagnement. Ça, je pense qu'ils le font déjà pour le coup. Absolument. Mais le fait de le dire, d'en avoir conscience, c'est génial. On leur donne la parole? Oui, bien sûr. Eh bien, on va vous donner la parole. Alors, tout d'abord, une remarque. Alors, j'ai une remarque de Johanna. Puisque les assureurs font des complémentaires santé, vont-elles être soumises exactement aux mêmes lois? Complètement. Là, je l'ai bien dit. Reformulez la question pour que tout le monde comprenne bien, s'il vous plaît. Pardon, Anne-Catherine, je vais aller trop vite. J'ai une très bonne question de Johanna qui me demande, puisque les assureurs font de la complémentaire santé, hein, c'est le tableau qui est là, est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes règles que vous, mutualistes? Je vous dis oui. Tout ce que l'on a vu en synthèse, que ce soit les obligations d'information, les documents à remettre, à signer, à archiver, à tracer, tout le devoir de conseil, tout ce qui concerne la rémunération, il y a peut-être ce point-là qui va être plus prégnant pour eux sur leur commissionnement, chose qui n'est pas le cas pour vous, mais toutes, je dis bien toutes les obligations sur lesquelles le législateur a légiféré et que vous devez appliquer, elles s'adressent tant à vous mutuelles qu'aux assureurs qui font de la mutuelle santé ou d'autres contrats, hein, qu'aux institutions de prévoyance. On est tous logés à la même enseigne en Europe. Dès qu'il y a même un banque assureur, au jour d'aujourd'hui, s'il veut vendre de la santé, du contrat auto, de l'habitation, les obligations sont strictement les mêmes. Voire, pardon, beaucoup plus contraignantes pour les banquiers, banques assureurs et les courtiers en assurance sur leur conflit d'intérêts, sur leur rémunération, chose qui n'existe pas chez nous. Bonne continuation et surtout vous priez d'utiliser le forum pour vos questions.